L'éthique de la psychanalyse de Jacques Lacan, leçon du 2 mars 1960. N'oublions pas que j'ai pris cette année la résolution que ce séminaire soit vraiment un séminaire. D'autant plus que nous disposons de plus d'une personne capable d'y prendre part d'une façon tout à fait efficace. C'est ainsi que celui que je peux appeler notre ami Pierre Kaufmann, assistant à la Sorbonne, qui depuis bien longtemps suit et s'occupe de la façon la plus efficace de ce qui se passe à ce séminaire. Car peut-être un certain nombre d'entre vous suivent-ils ces chroniques du jeudi dans Combat, chroniques philosophiques, où à plusieurs reprises, ne serait-ce que pour ce congrès de Royaumeau, il a fait un très ample rapport de ce qui s'est passé. À bien d'autres occasions, il est revenu sur ce qui se passe ici, dans notre enseignement, et tout récemment encore, à propos de tels articles faisant allusion à notre enseignement, il a apporté dans sa chronique des précisions d'autant plus utiles que les auteurs, par exemple, qui pouvaient nous reprocher tel déficit dans notre enseignement sur le seul vu d'une partie de celui-ci, ou d'un article, il avait eu la très grande bonté de les informer de ce qui se passait d'une façon plus actuelle dans la suite du développement de ce dit enseignement. C'est ainsi que l'article Besoin et langage a rempli une fonction très utile sur certaines choses qu'avait dites Henri Lefebvre. Ceci dit, nous avons parlé l'autre jour ensemble de ce petit article de Bernfeld auquel j'ai fait allusion il y a 2 séminaires. M. Kaufmann a bien voulu s'y intéresser et je crois qu'il va aborder là-dessus quelques détails, voire quelques questions. Et puis, cette prise de dialogue s'est amplifiée. Lui-même a été, je crois, entraîné bien au-delà des limites de ce petit article, si bien qu'il m'a apporté récemment quelque chose qui m'a paru assez suggestif et prometteur pour que je l'incite à lui donner tout le développement qui lui sera à lui-même loisible et agréable, de nous présenter les réflexions que lui inspire cet article et les prolongements auxquels il a conduit. Je vous signale tout spécialement ceci, qu'à plusieurs reprises dans cet article, M. Kaufmann a fait des allusions très intéressantes, je ne peux les appeler que des allusions à côté de ce que lui-même a approfondi, à propos des sources de la matière à laquelle il avait affaire dans le champ psychologique, au moment où lui-même s'y est engagé. Là-dessus, nous sommes, dans les pays aussi bien français qu'anglais, il faut bien le dire, assez ignorants de toute une tradition allemande extrêmement riche, de laquelle il est tout à fait impensable de supposer que Freud s'est tenu soigneusement isolé, alors que tout fait apparaître au contraire que cette lecture a été soigneuse, étendue et, pour tout dire, immense. Sur bien des points, nous aurions beaucoup à apprendre de choses que M. Kaufmann n'a pas encore mises au jour complètement, ni publiées. Je crois qu'aujourd'hui, vous pourrez en avoir une idée. Je lui cède maintenant la parole en le remerciant de ce qu'il a préparé pour nous. Intervention de Pierre Kaufmann. L'article de Bernfeld dont je voudrais rendre compte apparu en 1922 dans Imago. Cet article se présente à nous comme un ensemble de considérations d'ordre historique, d'abord. Bernfeld apparaît comme un lecteur et un commentateur de Freud. En particulier, il a noté un certain nombre de textes de Freud relatifs à la sublimation, et dans une seconde partie, il applique ces vues de Freud, telles qu'on pouvait les connaître à la date où il écrit, à des exemples de création sociale. Malheureusement, je n'ai pas pu disposer de l'ouvrage où ont paru ces observations originales sur des poésies d'adolescents. Il nous en donne un résumé qui nous permet au moins de fixer sa pensée théorique.
Enfin, il reprend ces exemples dans des vues qu'on ne pourrait pas qualifier, qu'il se refuse lui-même de qualifier, de systématiques, sur la sublimation, et qui nous donnent cependant une certaine orientation dont Bernfeld lui-même donne à son écrit une portée historique. D'ailleurs, lorsqu'on se réfère à la date de sa publication, ces aspects historiques s'accentuent, puisque l'article est de 1922, c'est-à-dire qu'il se situe juste avant l'élaboration de la doctrine freudienne sur l'idéal du moi. Ce point est d'autant plus intéressant que c'est précisément sur le rôle de l'idéal du moi dans la sublimation que Bernfeld a notamment fait porter son analyse. Si bien qu'on peut dire que Bernfeld, dans cet article, est au fond plus intéressant encore que les gauchissements qu'il représente vis-à-vis de ce que nous connaissons de la doctrine de Freud prise dans son ensemble, que par son apport vraiment positif. Donc c'est un article qui est intéressant de par son insertion à l'intérieur même de l'évolution du freudisme. Mais il y a un autre intérêt, et c'est ici qu'apparaît la nécessité de le rappeler dans une histoire qui va en deçà même de l'apparition du freudisme. En effet, au départ, Bernfeld nous dit à propos de la sublimation que cette notion a été forgée par la psychanalyse et qu'elle a été transmise par la psychanalyse à la psychologie, spécialement à la psychologie de l'enfant, puisque Bernfeld se tient à mi-distance de ces deux domaines. Et si on se réfère aux 3 essais sur la sexualité, cette assertion de Bernfeld sur l'origine de la notion même de sublimation se trouve contredite par Freud, puisqu'il nous dit formellement que c'est à la sociologie que la notion est par lui empruntée. Les sociologues, dit-il, semblent d'accord pour dire que les forces qui créent tous les processus auxquels on a donné le nom de sublimation constituent un des facteurs les plus importants. Nous ajouterons volontiers que le même processus joue un rôle dans le développement individuel. C'est ainsi que cette petite divergence entre Freud et son commentateur nous met sur la voie d'un problème méthodologique au fond essentiel qui touche à l'interprétation qu'on donnera à la psychanalyse, c'est-à-dire à la situation de la psychanalyse vis-à-vis de la sociologie, comme dit ici Freud. C'est à partir de cette remarque que je me suis préoccupée de savoir quels pouvaient être ces sociologues auxquels Freud fait ici allusion. D'ailleurs, je me suis engagée, là, sans aucun guide, car je suppose qu'on peut trouver là-dessus des références. C'est donc un peu par hasard que j'ai lu tel ou tel auteur. Je suis tombée sur 3 noms, sur Ihering, sur Vierkant et enfin sur Simmel. La première orientation, celle vers Ihering, m'a été suggérée par une note de Höfling dans sa psychologie fondée sur l'expérience. En effet, c'est à partir du problème des relations entre les pulsions et la civilisation que Höfling fait allusion ici à la contribution de Ihering, dont il cite l'ouvrage La finalité dans le droit. Si j'ai pris cette citation de Höfling, c'est que, pour des raisons que j'indiquerai plus tard, il me semble que Höfling est un bon relais dans la recherche théorique des origines lointaines du freudisme. La seconde référence, à Vierkant, je l'ai simplement trouvée dans le dictionnaire sociologique du même auteur. Et enfin, la dernière, qui s'est avérée la plus intéressante, celle de Simmel, j'y suis allée en raison du titre d'un des ouvrages connus de Simmel, Philosophie des Geldes, Philosophie de l'argent. Or, je m'étais demandé si, précisément, on ne pourrait pas trouver dans cet ouvrage des anticipations intéressantes de ce que Freud nous articule sur la sublimation anale. Ihering et Vierkant
m'ont donné assez peu de choses, seulement des directions. Par contre, Simmel apparaît, à travers la lecture de ce livre, comme l'un des précurseurs de la doctrine freudienne de la sublimation, ou du moins, disons, comme l'un de ceux qui nous permettraient d'en situer l'interprétation. Je serai bref sur les deux premiers auteurs. Jhering d'abord. Dans son livre, qu'il est difficile de lire car je n'ai pu me le procurer qu'à la Bibliothèque nationale, on trouve deux ordres de considérations. D'abord des considérations qui peuvent paraître relativement banales sur le dépassement des tripes, des pulsions. Cependant, il est intéressant de relever que Jhering se préoccupe de savoir comment peuvent s'accorder deux ordres qui ne dérivent pas directement l'une de l'autre. Donc, ce qu'il est intéressant de noter, c'est qu'il cherche comment peut intervenir une collaboration entre ces deux groupes de principes. Il y a cependant, dans Jhering, un côté plus intéressant, à titre de suggestion. C'est le rôle fondamental qu'il fait jouer dans l'éthique au langage. Dans le deuxième volume de ce livre, au chapitre 9, de l'éthique, il parle de l'autorité du langage dans les choses de l'éthique. Et voici ce qu'il nous dit. Il y a une sorte de dépôt de l'expérience humaine dans le langage et intervient souvent dans la conscience une confrontation entre le sentiment que le sujet peut avoir de ses motivations pratiques et d'autre part la signification sociale qui se trouve déposée dans le langage. L'usage du langage, qui renferme ce trésor, il s'agit de l'expérience accumulée de l'humanité, peut servir à chaque moment d'épreuve et produit une accentuation du sentiment de la part du langage. Cet usage du langage est un fait que la science doit respecter. Et c'est ainsi que sa méthode d'analyse de l'éthique sera, à travers la terminologie de l'éthique, de chercher à accéder à l'essence même de l'éthique. Dans cette vue, il fait une théorie générale de ce que les sociologues appellent aujourd'hui régulation, c'est-à-dire notamment la civilité et le contrôle social de la civilité, de la politesse, et il se réfère notamment à des livres qui figurent à la Bibliothèque nationale, de l'abbé Morvan de Bellegarde, Réflexions sur ce qui peut plaire ou déplaire dans le commerce du monde. Ces livres semblent être riches de promesses. En ce qui concerne Virkant, je serai bref. Virkant recherche lui-même cet accord, dont on peut dire que, sommairement, il est l'objet de la sublimation, entre l'ordre des pulsions et l'ordre de la culture. Je viens tout de suite au livre de Simmel, Philosophie de l'argent. Ce livre comprend deux parties. Il a paru en 1900. Il y a une partie analytique et une partie synthétique. La partie analytique comprend 3 chapitres. La valeur de l'argent, la valeur substantielle de l'argent et l'argent dans les séries finales. Il introduit ici, dans son 3e chapitre, à la fois l'idée de série et l'idée de finalité, et le fait solidairement. La seconde partie comprend un chapitre sur la liberté individuelle, sur les valeurs personnelles qui peuvent tenir lieu d'équivalent à l'argent. Le chapitre suivant porte sur le style de vie. Et l'on trouve en germe dans ce chapitre, ainsi que dans les chapitres précédents, le problème qui a été soulevé par Freud à propos du caractère anal. D'une manière générale, ce qui nous intéresse dans ce livre de Simmel, c'est qu'il relie le problème de la signification de l'argent explicitement au problème de la satisfaction du besoin, de la distance de la chose,
en un sens très voisin de celui qui a été envisagé ici, et enfin de la sublimation.